Bonjour et bienvenue sur Réflexion Santé Naturopathie, c'est Jean-Brice Tivan qui vous accueille tous les 10 jours pour une nouvelle réflexion autour de la santé, de la naturopathie, du développement personnel. Alors aujourd'hui, une conférence un peu improvisée d'ailleurs, réalisée par un des élèves de la formation. Il s'agit d'Yves de Beauvais, c'est un ancien vétérinaire maintenant à la retraite, qui a travaillé pendant près de 40 ans, surtout près des ovins, des bovins. Il connaît très bien les animaux et en plus c'est un passionné de nutrition. Et il a mis à profit toutes ses connaissances dans cette conférence improvisée qui, comme vous le verrez, est un peu coupée par un moment et avec peut-être certaines précisions que j'ai moi-même rajoutées pour la compréhension, parce que en réalité il s'agissait d'un échange, en plus d'être une conférence, il y avait beaucoup d'échanges que j'ai dû couper pour que le format soit lisible sur ce podcast. Voilà, donc vous verrez que c'est passionnant, deux parties, une partie qui est consacrée à l'étude de la cellule végétale et animale comparée, pour bien voir ce que l'on peut extraire comme nutriments de chacune d'elles et les difficultés à extraire ces nutriments, et puis la spécificité de nos systèmes digestifs, alors comparé entre un carnivore, l'homme et les grands singes. Il nous a fait aussi lors de cette conférence les herbivores, mais j'ai préféré couper cette partie pour pas que ce soit trop long dans la compréhension. Ce qui nous intéresse surtout, c'est de voir la conséquence de cette compréhension des différents systèmes digestifs sur notre mode alimentaire. Voilà, j'espère que ça va vous plaire, ça va sans doute éclaircir certaines. Je vous laisse toujours le soin d'être seul juge. Je n'essaye de convaincre personne à travers ces conférences. On prend des informations, on en fait ce que l'on en veut. Belle écoute à tous, à très bientôt. Moi, je voulais présenter un petit comparatif des systèmes digestifs et les conséquences que ça avait pour l'alimentation, effectivement, pour les régimes alimentaires. Mais avant, je voudrais vous présenter la différence entre une cellule végétale, qu'on peut manger, et une cellule animale, qu'on peut manger aussi. Alors, une cellule animale, c'est une enveloppe cellulaire, une membrane cellulaire, avec dedans plein d'organites, des petites mitochondries, un noyau éventuellement avec de l'information à l'intérieur, de l'ADN, et puis des protéines. Entre 20 et 35% de protéines. On va prendre du muscle par exemple. La cellule musculaire, parce que dans une cellule nerveuse, il y a énormément de lipides, d'excellente qualité. Donc, la qualité des protéines pour la digestion, protéines animales, on va mettre 2 croix. D'accord ? Cellule végétale. C'est pareil, dedans il y a des protéines, en moindre quantité, et puis alors au niveau qualité, c'est pas toujours correspond à nos besoins. On va parler du besoin digestif des mammifères par exemple. Ce qui est différent, alors protéines là, on va plutôt de l'ordre de 20%, et de la qualité, on verra que c'est pas tout à fait ce qu'il faudrait tous les jours. La différence des petits chloroplastes pour fabriquer des chaînes carbonées à partir de la lumière du soleil. Et il y a une autre différence qui est très importante, c'est qu'autour, elle a un exosquelette de cellulose. Donc, pour attraper les protéines, il faut digérer la cellulose. Alors, pour digérer une cellule animale, d'abord, on la cuit à l'acide chlorhydrique. C'est ce que savent faire les estomacs. Et puis ensuite, on dissout tout ça, on fabrique des acides aminés avec le sucre pancréatique, trypsine, etc. Tu les casses avec tes sucres pancréatiques, le passage dans un estomac et le passage dans un duodénum, dans un intestin grêle. Et ensuite, tu as des acides aminés et qui sont variés, qui correspondent à nos besoins, donc je remarque un plus. Et ça, c'est assimilé. Ça passe dans le sang, ça passe dans le foie, tout ce qui vient du tube digestif passe dans le foie, et c'est disponible pour les cellules du corps. Dans le cas d'une cellule végétale, HCL, pancréas, rien ne marche. Il n'y a que les bactéries qui savent faire. De la cellulose, dans le cas de la cellule végétale. Pour accéder au contenu cellulaire, il faut qu'il y ait des bactéries qui se multiplient, donc il faut du temps aussi. Et ce qu'on obtient, c'est 3 choses. C'est des bactéries qui se multiplient,
en croquant des cellules végétales. Des bactéries, c'est des cellules qui ressemblent plutôt à celles-ci, dans lesquelles il y a des protéines. La qualité, c'est supérieur. Ensuite, vous avez des gaz CO2, donc gaz carbonique, et puis méthane, obligatoire. Et puis ensuite, vous avez des acides gras volatiles, parce que c'est des acides gras à chaîne très courte. Il y a C2, acétate, C3, propionate, C4, butyrate. Des acides gras ultra courts. C2, C3, C4. Dans le beurre, il y a des C8, 9, 10, 11, 12. Et les acides gras polyinsaturés de l'huile de colza, c'est des C18. C'est des chaînes de carbone ultra courtes ici, mais c'est toujours des acides gras. D'accord ? Alors, il faut des bactéries, du temps, et puis déchiqueter. Si tu fais que broyer, ouais. Tu n'extrais pas du tout de protéines. Non. D'accord. Tu casses pas beaucoup de cellules en fait, quand tu casses des fibres. Hein. D'accord, oui. Tu presses pas les cellules. Tu presses pas les cellules. Si tu as un citron que tu presses, les cellules sont grosses, sont gorgées de jus. Ça marche. Tu extrais il n'y a pas de protéines dans le citron, mais si tu veux, tu extrais le jus. Mais dans de l'avocat ou dans du cœur de palmier, ou dans de l'herbe ou dans de la salade verte, tu peux bien mâcher longtemps, tu ne vas pas casser toutes les cellules. Enfin, il faut déchiqueter, il faut faire des morceaux les plus petits possibles pour que les bactéries qui sont minuscules aient accès à le plus de cellules possibles de cellulose. Alors, il y a autre chose, c'est qu'on fragilise les parois cellulaires par la cuisson. Alors, si tu fais des jus, tu arrives à extraire le jus, c'est-à-dire le contenu d'eau et le contenu de sels minéraux et le contenu de vitamines hydrosolubles, mais pas les protéines. Tu manges un beefsteak, c'est essentiellement des cellules. Parce qu'une cellule, c'est bien 50% d'eau, puis on va dire à l'origine, il y a 20% des sels minéraux, 20% de lipides et 20% de protéines. Sauf que dans les muscles, il y a plus de protéines, parce que c'est ce qui sert à la contraction et tout ça, il y a beaucoup plus. Quand vous mangez de la viande, il y a toujours un peu des cellules graisseuses qui sont interstitielles. La viande bien persillée, il y a presque un tiers de cellules graisseuses. Donc vous vous souvenez, hein, des protéines bactériennes, enfin des bactéries qui contiennent des protéines, des gaz et des acides gras volatiles. Les bactéries, elles ont mangé, elles ont proliféré, elles se sont multipliées en mangeant de la cellulose. Toi, dans ton corps, tu as les bactéries souches. La première attaque la cellulose, elle se multiplie en deux, elle se multiplie en deux, elle se multiplie en deux, et ça forme un ensemble bactérien très important. Ces bactéries, elles restent en place, elles s'accrochent un petit peu aux parois, quand ça passe, elles restent accrochées, et puis quand arrive un bol alimentaire qui contient de la cellulose, elles attaquent, elles se multiplient, elles croissent, c'est un jardin, quoi. Alors, dans l'intestin grêle, il y a quelques bactéries qui sont plutôt des lactobacilles ou des choses comme ça, qui ne sont pas spécialisées dans la cellulose. Les bactéries cellulolytiques, les bactéries de l'intestin grêle, il y en a 10 puissance 6 à peu près. Les bactéries dans le côlon, il y en a 10 puissance 12, 14. Donc c'est énorme. Mais on va le voir un petit peu avec les anatomies comparées. C'est maintenant. Alors juste avant de voir les systèmes comparés au niveau du système digestif, je voulais juste apporter une précision par rapport à ce qui vient d'être dit. Ce qui est important de comprendre, c'est que si la cellulose n'est pas digérée dans l'intestin grêle, alors il nous sera difficile dans l'intestin grêle d'accéder aux protéines et de les assimiler, car cette assimilation ne peut se faire que dans l'intestin grêle. Alors heureusement, lorsque nous mangeons par exemple du riz, des céréales ou des légumineuses qui sont donc des fibres de la cellulose qui enveloppe les protéines au niveau cellulaire, eh bien, il nous faut casser cette cellulose pour y accéder vraiment. Or, heureusement, la cuisson, par exemple, ou le pré-trempage aide un petit peu à casser cette cellulose, du moins à la ramollir, pas à la casser complètement. Le mâchage, le broyage le fait aussi. Mais pour une accessibilité aux protéines et en faire des acides aminés assimilables, il n'y a rien de mieux que d'abord détruire complètement cette enveloppe de cellulose, et il n'y a que les bactéries du côlon qui sont spécialisées pour cela. C'est pour ça que si l'on consomme beaucoup de
fibres végétales, de protéines végétales. Pour extraire ces protéines, ce sera difficile dans l'intestin grêle, bien sûr, puisque les bactéries ne sont pas spécialisées. Et il faudra peut-être faire même appel à des bactéries du côlon qui remonteraient dans l'intestin grêle. Ce phénomène s'appelle un SIBO et il pourrait être symptomatique d'une alimentation trop riche en fibres, en cellulose, et le corps trouverait une parade pour faire appel à des bactéries spécialisées pour venir aider à déstructurer la cellulose dans l'intestin grêle. Mais ces bactéries ne devraient pas se retrouver là, elles causent des inconvénients, de l'inconfort digestif, et c'est une problématique. Voilà, c'est une hypothèse sur l'origine du SIBO. À vous de approfondir peut-être cette question. Voilà, on continue avec le comparatif des 3 grands systèmes digestifs. Alors, on va commencer par un chien, si vous voulez bien. Donc un chien, on va dire que ça a une bouche spéciale, on ne va pas s'énerver sur les bouches. Hein. Un chien, c'est un très gros estomac. Donc là, on a HCl. Hein. pH de l'estomac chez les hyènes 1,5, chez les chiens 2. Et puis, ça a un duodénum extrêmement actif, donc pancréas, hein, des enzymes digestives. Alors, ensuite un intestin grêle, moyennement long, et ensuite un côlon, relativement court. Il mange de la viande, des cellules animales. Dans l'estomac, les cellules musculaires commencent à être lysées. Ensuite, les protéines sont coupées par des enzymes pancréatiques essentiellement, hein, plus les enzymes qui sont sécrétées tout au long de l'intestin grêle ici, et on a des acides aminés disponibles dans le pool sanguin. Tout passe par le foie, hein, mais on a quand même des acides aminés disponibles pour l'ensemble de l'organisme. Et puis, ce qui s'en va, s'il y avait un peu de fibres, eh ben, elles sont digérées par le microbiote du côlon, et on a un tout petit peu de résidus, on a un tout petit peu d'acide gras volatile, donc du C2, du C3 et du C4, qui servent essentiellement à la nutrition des cellules du côlon, parce qu'il faut bien aussi qu'elles se gavent. On a des gaz, et c'est pas impossible qu'un chien y pète. Ben oui, s'il vous plaît. Même en ne mangeant que de la viande. Ah non, s'il mange que de la viande, il va quasiment pas péter. Ben, il aura très peu d'acide gras volatile. Carnivore pur, ouais. Il aura pas d'acide gras volatile, ou si peu. Les cellules coloniques sont nourries. Ben, elles sont nourries avec les acides gras et de la nutrition qui recoupent, qui sont disponibles dans la circulation. Ils se débrouillent. Et voilà. Mais si tu veux, j'ai mis le chien parce que c'est pas un carnivore archi pur. Si tu mets le chat, c'est quasiment ça. Les chiens qui mangent des croquettes de mauvaise qualité ou de Purina par exemple où il y a énormément de luzerne, ouais. Ben, ils pètent, hein. Ils pètent et puis ils crèvent de faim, donc ils en mangent et les propriétaires croient que c'est très bon. Les chats par exemple qui sont nourris avec des croquettes il y a quelques années, Purina faisait des croquettes où il y avait beaucoup de végétal, il y avait beaucoup de luzerne. Purina c'est un grand producteur de luzerne. Puis c'est facile à industrialiser la luzerne alors que la viande c'est plus difficile. Donc la viande ça coûte rien, ils en mettaient beaucoup dans les croquettes des chats, et les chats ils crevaient de faim, parce que là-dedans il n'y a pas trop grand chose de viande, si tu veux. Et les chats crevaient de faim, donc ils mangeaient encore plus de croquettes. Et les propriétaires disaient, ah il adore les croquettes. Hein. Ensuite, je vous fais quoi, un homme? Alors, on a une bouche qui correspond à ce qu'elle correspond, on a un estomac en proportion, plus petit, d'accord, mais puissant quand même, avec un pH de 2,5, donc c'est de l'acide chlorhydrique, pas beaucoup dilué. Hein, voilà. Ensuite, on a un duodénum assez puissant aussi, hein, et un intestin grêle. Puis ensuite, on a un côlon, toute proportion gardée, un côlon assez court, en proportion de l'intestin grêle. Quand un homme mange de la viande, il digère ça comme un chien. Et puis quand il mange des végétaux, ils arrivent là, ça fait des gaz. La flore s'adapte quand même pour pas qu'on pète de trop, qu'on n'ait pas des flatulences énormes, mais il y a des gens qui n'ont pas l'habitude de manger des artichauts. Moi j'ai un copain, il mange des artichauts une fois tous les 2 mois, et chaque fois qu'il mange des artichauts, c'est la pétarade. Bon, donc des gaz, des acides gras et des bactéries dans les selles. On commence à avoir un système, vous savez que le glucose c'est un sucre en C6. On commence à avoir le foie qui est capable de prendre 2 propionates de C3 pour fabriquer un C6. Donc,
On sait faire du glucose avec ça. Et le foie est capable, ça s'appelle la néoglucogénèse, il est capable à partir du propionate en particulier de fabriquer du glucose. Mais ça ne marche pas à fond la caisse, c'est pas très rentable. Et on essaye d'adapter sa flore à ce qu'on mange, et en fait on ne fait pas tant de gaz que ça, sauf exception. Bon, maintenant, les grands singes. Moi je voulais vous prendre les chimpanzés. Les chimpanzés. Le gorille, ça a l'air de fonctionner pareil. Je me suis renseigné ce matin sur le gorille parce que j'ai cherché. Et le gorille, ça a l'air de fonctionner pareil. Alors, chimpanzé. Sur la digestion, c'est très proche. Chimpanzé, c'est ce qui nous ressemble le plus. Et puis, j'essaye de prendre avec chien de 70 kilos. Il y en a, hein. Et alors, on va dire un homme de 70 kilos et vous verrez pourquoi. Et chimpanzé, on doit avoir des 70 kilos aussi. Chez les mâles, tout ça. C'est pour garder une espèce de cohérence. Donc, les chimpanzés. Leur tube digestif. Alors, ils ont une bouche qui est encore différente de la nôtre, hein, et puis ils ont un estomac qui ressemble pas mal au nôtre. Et puis ensuite, ils ont un duodénum, ils ont un intestin grêle court, et puis un côlon beaucoup plus long. Ce qui fait que quand ils mangent des animaux, quand ils mangent des protéines animales, il se passe la même chose ici. Et il semblerait qu'ils en mangent assez peu. Et puis, quand ils mangent des végétaux, d'abord, il se passe beaucoup de choses dans la bouche. Hein. Un chimpanzé ou un gorille, encore plus, il passe 12 heures par jour à bouffer. Hein. Et à déchiqueter, à mâcher, et à faire des petits morceaux autant qu'il peut. Hein. C'est la notion de temps là, que j'avais introduit dans le premier tableau. Là. Et donc, ils fabriquent, comme les autres, hein, les acides gras volatiles, mais là, C2, C3, C4. Et ça, c'est sa principale ressource énergétique. Il ne fonctionne pas au glucose, lui. Il fonctionne aux acides gras courts. Donc, les apports énergétiques des singes, qui sont essentiellement frugivores ou feuillivores ou ce que vous voulez, c'est essentiellement les acides gras volatiles. Alors après, ils doivent avoir des flatulences horribles, hein, parce que, je sais pas, il faut que ça aille quelque part. Voilà. Et puis, les protéines, enfin les bactéries, ils font caca avec. Il y a un vrai souci, hein, quelque part. Ben oui, un vrai souci de protéines. Les lipides. Les apports protéines. Les lipides, on s'occupe pas de ça. Heureusement, ouais. Le glucose, on s'en fout, mais les protéines, où c'est ? Forcément, chez les grands singes, il faut qu'il y ait un peu de protéines ici. Forcément. Donc, les chimpanzés, les bonobos et les gorilles, c'est 5 à 10% de produits animaux. Et c'est pas possible autrement. Eh bien, alors, les gorilles, c'est bien connu, ils mangent des fourmis, des termites, des petits rongeurs, des machins comme ça. Et les chimpanzés, ils mangent des fois leurs congénères, ou les petits de leurs congénères, ils mangent des petits rongeurs qui s'attrapent, et puis des fourmis, et des insectes, et tout ça. Tout ce qui passe, des petites choses, tout ce qui passe, mais tout ce qui passe, c'est bienvenu. Parce qu'il leur faut, il y a un truc que j'ai oublié, je vous le fais vite fait, c'est où est-ce est assimilée la vitamine B12. La vitamine B12, elle est assimilée ici, l'iléon terminal. Fin de l'intestin grêle. L'iléon terminal, c'est le dernier morceau de l'intestin grêle. Donc la vitamine B12, elle est nécessaire à la vie, hein, à la multiplication cellulaire, à énormément de choses. Donc il faut en bouffer. Pour un chien, il faut en manger. Pour un homme, il faut en manger aussi, parce qu'elle est là. Pour un singe, c'est là aussi. Il faut en manger. Les bactéries en fabriquent aussi. Les bactéries en fabriquent, il y a beaucoup de vitamine B12 dans les cultures bactériennes. Mais ici, elles sont dans le caca, ici, elles sont dans le caca. On fabrique de la B12 qui n'est pas utilisable ? Ouais, on fabrique de la B12 non utilisable, comme des protéines non utilisables. On est d'accord. Je ne vous fais pas le lapin, mais le lapin, il a un tube digestif qui ressemblerait un peu intermédiaire entre ces deux-là. Mais le lapin, il a une grande capacité à recycler ses bactéries. Parce qu'il remange ses crottes. Il est coprophage intermittent. Donc, ces sels qui sont extrêmement riches en bactéries, il les remange, et ça fait des produits animaux, entre guillemets,
qui sont bien digérés, qui sont bien tués dans l'estomac, et qui sont bien là, et il a toute sa vitamine B12 qu'il faut et tout ça. Et moi, je suspecte les gorilles d'être coprophages intermittents. Mais c'est juste une piste. Hein. Parce que pour être costauds comme ils sont et tout ça, et remarque qu'ils mettent du temps à devenir adultes, ils mettent du temps à se construire. Hein. Donc c'est bien possible aussi qu'ils boivent du lait, donc des produits animaux et des bonnes protéines, ils boivent du lait pendant très très longtemps. Parce que pour fabriquer tout ça, ces muscles... Ils sont arrêtés au départ ? Ah ben les gorilles, c'est des mammifères. Hein. Ouais. Que les autres... Moi j'ai vu que les gorilles, ils étaient 2 ans ou un truc comme ça. Ça va ? Donc le problème des grands singes, c'est que il faut entre 5 et 10% de produits animaux, sinon ça joue pas. Par rapport à la quantité que tu devrais manger de lentilles pour apporter le même quantité de protéines, c'est 2 kg de lentilles sèches avant cuisson, par rapport à un beefsteak de 200 grammes en quelque sorte, quoi. Enfin, je n'ai pas fait de calcul précis, mais c'est ça. Mais effectivement, cuire, faire tremper, cuire, mâcher. Et puis, lactofermenter aussi. Parce que lactofermenté, tu as une attaque bactérienne qui peut t'apporter des bactéries qui sont très intéressantes. Donc il y a une belle différence entre les singes et nous, c'est que leur métabolisme énergétique, il repose sur les acides gras volatiles. Donc ils ont beaucoup d'énergie. C'est une espèce de régime cétogène. Parce que le C4, ça s'appelle butyrate, et puis nos corps cétoniques, c'est bêta-hydroxybutyrate. Hein. Ok ? Donc ça, c'est une vraie différence. Donc ils doivent manger entre 5 et 10% de produits animaux, c'est quasi obligatoire, hein, pour avoir de la vitamine B12 et quelques protéines bien digestibles. Et puis au niveau du côlon, ils sécrètent beaucoup d'acides gras volatiles qui leur servent au métabolisme énergétique, et c'est principalement ça qui leur fait leur énergie disponible pour les cellules. Donc le métabolisme des ruminants, c'est le fermenteur est avant l'estomac, donc c'est très intéressant. Hein. Et ensuite, elle est capable d'adapter son métabolisme énergétique avec les acides gras volatiles, essentiellement. Et puis, avec le propionate, on peut faire du lait. Voilà. Alors, la conclusion de ça serait quoi pour toi ? Eh bien, ça, c'est une vraie végane. Okay. Et puis avant, c'est pas possible. Point. C'est une vraie végane. Et tous les autres ? Et tous les autres, c'est pas possible. Ils sont pas purs, biologiquement, anatomiquement, physiologiquement, c'est pas possible. Sauf, faut une complémentation. Sauf si le gorille est coprophage, comme le lapin. Il mange ces bactéries qui ne sont pas perdues. S'ils la veulent, la B12, il faut qu'ils mangent leur croûte. Voilà, tout à fait. Et la B12, si on met du cobalt dans la culture, hein, les vaches, elles sont très sensibles au cobalt. Si tu mets un tout petit peu, il faut mettre un tout petit peu de cobalt, parce que la vitamine B12, c'est une vitamine, c'est la cyanocobalamine, et c'est tout un ensemble protéique qui est autour d'un atome de cobalt. Donc on met un petit peu, tous les nutritionnistes de ruminants savent, on met un peu de cobalt ici, et la vitamine B12, elle est absorbée ici. Donc nickel, tout va bien. Merci. Merci. Voilà, merci Yves pour ces points très intéressants. Maintenant, si vous voulez aller plus loin dans la compréhension de la mise en place des maladies dans le corps, comment les traiter de façon naturelle, aller plus loin dans la notion de développement personnel, de décodage biologique des maladies, etc., sachez que nous avons toutes nos formations à disposition sous forme d'audio. Vous choisissez celle que vous voulez, vous recevez aussi les documents avec, à des prix très abordables. C'est à la portée de tout le monde, quand vous le souhaitez. Voilà, il suffit de me contacter à jbnaturo@orange.fr. On se retrouve dans 10 jours. C'était Jean-Brice Stivan.